Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le moment est venu de retrouver Franck Ferrand sur Europe 1 qui aujourd'hui nous propose de faire mieux connaissance avec un grand personnage. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce grand personnage est devenu l'emblème du génie scientifique. Albert Einstein passe pour avoir été l'un des hommes les plus intelligents du XXe siècle. C'est même l'image qu'il garde. C'est intéressant car plus on s'éloigne du XXe siècle et plus comme ça un certain nombre des figures qui l'ont incarné s'imposent. Einstein pour l'intelligence, Marilyn Monroe pour la beauté. Vous connaissez la plaisanterie sur les enfants qu'auraient pu avoir les deux. Alors, tout à l'heure, en compagnie d'Alain Sirou, qui est le monsieur science d'Europe 1, nous allons voir sur quoi cette réputation est assise, en essayant, bien sûr, je vous rassure, on ne va pas entrer dans tout le détail des travaux d'Albert Einstein, mais quand compliqué, même, oui, ce serait peut-être un peu compliqué, mais quand même, on va essayer de comprendre ce qu'il a apporté, ce personnage, et puis aussi quels étaient ses travers, car derrière l'image que nous avons se cache parfois un certain nombre de petits côtés moins sympathiques. Alors Franck, nous avons un enregistrement de la voix d'Albert Einstein. Le MC Square, E égale MC2 dans la voix d'Albert Einstein qui parle, comme vous le voyez, l'anglais avec un certain accent allemand. Alors cette voix, c'était intéressant de l'entendre, elle est beaucoup moins connue que le visage d'Einstein, ses grands yeux tristes, sa tignasse blanche de faux cancre devenu prix Nobel. Vous allez voir que ce personnage, au-delà des posters pour chambre d'adolescents, nous réserve énormément de surprises. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors je vous préviens tout de suite, le littéraire indécrottable que je suis serait bien en peine d'entrer vraiment dans la théorie scientifique. Je vais me limiter à une évocation des théories d'Albert Einstein et puis j'appellerai au secours Alain Sirou, notre consultant scientifique d'Europe 1, dès que ça deviendra un peu trop compliqué. Ce que nous allons aussi tenter de faire, c'est d'approcher, si je puis dire, de l'intérieur, les conceptions d'Einstein sur le monde, sur la vie, tout ce qui n'est pas directement scientifique. Vous savez qu'il a fait paraître en 1934 un ouvrage intitulé « Comment je vois le monde ». Alors, moi j'ai dû essayer de lire ça 3, 4 ou 5 fois, et à chaque fois je décroche, je dois le reconnaître. Mais ça me paraît néanmoins très passionnant de resituer Einstein dans son époque, de lutter contre un certain nombre d'idées fausses à son sujet, et Dieu sait qu'elles sont répandues à propos d'un personnage comme lui, et puis d'essayer de saisir ce que sa vie, avec ses fulgurances, ses contradictions, ses insuffisances aussi, ce que cette vie peut nous apprendre sur le temps d'Einstein, mais aussi peut-être sur le nôtre. Alors, au chapitre des idées fausses, et nous y reviendrons tout à l'heure avec Alain Sirou, il y a bien entendu cette notion qui voudrait faire d'Einstein absolument un cancre. Le jeune Albert aurait été un cancre. En vérité, il faut quand même dire qu'il a eu très tôt la révélation des sciences, des phénomènes. C'est son père qui, en lui montrant l'interaction de l'aimant sur une boussole, va susciter chez lui une sorte de passion très précoce. Il vit en plus dans un milieu très culturel, intellectuel. Il ne faut pas oublier qu'il est de Munich, cette ville culture depuis Louis Ier, depuis le roi Louis Ier. C'était l'Athènes allemande, Munich, si l'on peut dire. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, l'élève est assez lent, sans doute un peu renfermé, mais c'est parce qu'il médite. Il y a dans l'échec scolaire tout relatif d'un Einstein, ce que nous appellerions nous aujourd'hui la difficulté des surdoués, et qu'il faut souvent prendre en compte du reste. Le jeune Albert, nous dit-on, est un esprit fort.
Là encore, il faut resituer ça dans le contexte d'une Allemagne hyper militarisée. On est après 1870, dans cette Allemagne où la discipline prussienne ne vise qu'à l'ordre militaire des choses, un ordre militaire qui forcément effraie le jeune Einstein. Il subit également directement de plein fouet le contre-coup des revers de fortune de ses parents. Il faut savoir que c'est la partie italienne de la famille, hein. Ce sont les Einstein de Milan qui vont venir en aide aux Einstein de Munich. Il suit ses parents en Italie. Tout ça va jouer un rôle assez néfaste sur l'évolution de ses études, ce qui fait qu'il est sans diplôme au moment où il passe le concours de l'école polytechnique de Zurich. Et c'est à la deuxième tentative qu'il parvient à intégrer cet institut, que je connais bien par ailleurs, et où on dispense un enseignement parmi les meilleurs d'Europe. On nous dit aussi qu'on aurait affaire à propos d'Einstein à une sorte d'esprit pur, un intello très maladroit. C'est quand même oublié qu'il a passé sa vie à bricoler lui-même toutes sortes d'instruments de mesure et qu'il était d'une grande habileté dans ce travail-là, qu'il aimait la voile par exemple, qu'il pratiquait le yachting, qu'il était excellent violoniste jusqu'à donner des récitals s'il vous plaît. Donc on ne peut pas dire que toutes ces idées qui rassurent tout le monde et qui nous font plaisir à propos d'Einstein soient directement exactes. Alors bien sûr, il y a aussi un certain nombre d'idées reçues à propos du personnage qui sont justes. Elles peuvent être justes et pas forcément bien comprises. Et par Gustav Holst sur Europe 1, puisque nous nous intéressons aujourd'hui à une grande figure, Albert Einstein. Je me dis qu'il doit y avoir parmi vous des gens qui se disent « Oh là là, ce Ferrand n'est même pas capable de nous parler de la beauté, de la splendeur même des travaux et des idées d'Einstein. Il ramène tout à des petites questions quotidiennes et banales. » Et c'est vrai que je m'apprêtais à vous dire qu'après cette école polytechnique de Zurich, Einstein se retrouve au chômage et que c'est le père de son fameux ami Grossmann qui va lui décrocher le poste de directeur du bureau des brevets de Berne. On est couché tôt, évidemment. Pardon de revenir aux petites choses et peut-être d'aborder la vie d'un si grand personnage par le tout petit bout de la lorgnette, mais c'est aussi peut-être ce qui va nous permettre de mieux comprendre d'où viennent les fulgurances qui constituent effectivement son grande œuvre. Le bureau des brevets de Berne, on ne peut pas dire que ça occupe tellement Einstein. Du coup, il a des heures entières à consacrer à sa passion. Et sa passion, c'est la recherche en théorie de la physique, bien entendu. On ne peut pas dire qu'il passe beaucoup de temps avec sa famille. La vie sentimentale familiale d'Einstein, on va y revenir avec Alain Sirou, c'est pas très brillant. Il est toujours dans une tenue vestimentaire assez négligée. Il passe très peu de temps à s'occuper de lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a quand même rencontré une Serbe, elle s'appelle Mileva Maric. Il l'a rencontrée en 1896. Elle devient une sorte de super assistante pour lui. Ça, c'est assez pratique. Seulement, le père Einstein est totalement opposé à une union entre son fils et cette jeune fille. Et il va falloir attendre la mort du père, qui n'intervient qu'en janvier 1902, pour qu'Einstein finisse par l'épouser. C'est ici, du reste, que prend place un épisode méconnu, mais pas très édifiant de la vie d'Einstein, puisqu'en 1902, on sait que Mileva va accoucher en Serbie d'une petite Liesl dont on perd tout de suite la trace. Est-ce que l'enfant a été abandonné? C'est assez complexe. Par la suite, le couple aura quand même 2 autres enfants, Hans Albert et Eduard. On sait que Einstein s'entendra très mal avec ses fils. Ça aussi, nous y reviendrons tout à l'heure. En vérité, la vie d'Einstein dans ces années 1900, on peut dire qu'elle se confond presque entièrement avec sa recherche, avec la recherche fondamentale en sciences physiques. On est à une époque de grande crise de la physique, puisqu'il y a 2 théories contradictoires et qui pourtant, c'est tout le problème, se confirment expérimentalement. Dans le domaine mécanique, on peut dire que tout repose sur le principe de la relativité du mouvement. Ça, on a tous appris ça à l'école, même à l'école primaire, ce principe énoncé par Galilée qui dit que, en matière de mouvement, tout dépend du référentiel. Est-ce que c'est la vache qui regarde passer le train? Est-ce que vous êtes dans le train quand vous voyez la vache sur le bord de la voie? Vous connaissez tout ce problème-là. Et puis, simultanément dans le domaine électromagnétique, les lois de Maxwell, qui remontent à l'époque à plus de 50 ans, décrivent la lumière comme une onde qui se propage régulièrement dans ce qu'on appelle l'éther, un éther immobile. Donc vous voyez la contradiction, évidemment, avec la relativité du mouvement. Cette contradiction, elle s'incarne dans un paradoxe. D'un côté, vous avez la matière avec des atomes, une discontinuité matérielle, et puis de l'autre côté, si vous chauffez cette matière, par exemple, vous prenez un filament de tungstène, vous le chauffez, il va finir par faire de la lumière. Et là, vous êtes dans la continuité. Eh bien,
La notoriété d'Einstein et bientôt sa célébrité, elle va se faire précisément sur la résolution de ce paradoxe. Et la grande année, c'est l'année 1905, quand le petit employé de cet office des brevets va publier 6 grands articles, dont 3 font exploser littéralement les conceptions de l'époque sur le monde physique. Surtout le premier, qui expose un point de vue tout à fait révolutionnaire sur la nature de la lumière. C'est publié dans Annalen der Physik. Voilà ce qu'en dit un très très grand physicien, le professeur Louis de Broglie, qui était en même temps un esprit très éclairé, sans mauvais jeu de mots. Le jeune Einstein, nous dit le prince de Broglie, qui connaissait les travaux de Planck sur les quantas, eut l'idée d'introduire la conception des quantas dans la théorie de la lumière et de supposer qu'il existait dans les ondes lumineuses des concentrations d'énergie que l'on pourrait appeler corpuscules de lumière. Voilà la double nature de la lumière enfin comprise, à la fois ondulatoire et corpusculaire. Dans un deuxième article, Einstein tord le cou à la théorie de l'éther. Pour lui, l'éther n'a pas lieu d'être. La seule donnée pertinente pour décrire la lumière, c'est sa vitesse qui, elle, est constante, quelle que soit la vitesse ou la position de l'observateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de la relativité ordinaire ou relativité restreinte. La matière comme la lumière subissent ce principe de relativité. Or, le caractère simultané des deux états est dépendant de l'observateur. Et là, on peut dire que le temps lui-même devient relatif. Je vous rassure, on n'ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui dans la théorie scientifique, mais on est au cœur même des découvertes d'Einstein. Et dans cette même année, dans cette grande année 1905, en septembre, Einstein ajoute une sorte de post-scriptum à son article. C'est là qu'il formule, alors là, la formule est archi célèbre, c'est cette équation qui lie la matière à l'énergie, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse facteur du carré de la vitesse de la lumière. Ça, ce sera le socle des travaux de la physique atomique. Reste tout de même à généraliser ces résultats à toute la physique. Seulement à mesure que ces travaux se développent, Einstein éprouve le besoin de disposer de plus de temps, de meilleures bases mathématiques. Alors il démissionne de son bureau des brevets, il postule pour l'université de Berne, ensuite il va enseigner à Prague en 1911. En 1912, il est de retour à Zurich, il est à ce moment-là professeur de cette fameuse école polytechnique où il avait enseigné tout à l'heure. Il retrouve d'ailleurs Grossman qui va beaucoup l'aider. On peut dire que ce sont là des années peut-être un peu moins fructueuses, en tout cas sur le plan des résultats. Or, en 1915, Einstein reçoit une carte du mathématicien Hilbert, un mathématicien de Göttingen. Et Hilbert a écrit « Monsieur, cher confrère, j'ai trouvé une solution axiomatique à votre grand problème. » Et là, Einstein se dit, mais ce Hilbert va me voler mon idée. Alors tout ce long travail, toutes ces incroyables intuitions pour finir sur une théorie de la relativité générale qui sera signée Hilbert. Ça, pour Einstein, c'est impossible. Alors, comme un diable, il se replonge dans ses équations, il reprend ses calculs sur la déviation des rayons lumineux, il change un certain nombre de paramètres, et en novembre 1915, à épuisé, ça on peut le dire, mais heureux, Albert Einstein met un point final à sa théorie de la relativité générale. Ça, c'est son grand œuvre, c'est son coup de génie, c'est ce que lui seul, très probablement, était en mesure de découvrir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck qui rend hommage aujourd'hui sur Europe 1 au père de la théorie de la relativité générale, un génie aux multiples facettes. Vous m'entendez, Franck ? Ah, visiblement, nous avons un petit souci sur l'antenne d'Europe 1. Franck est dans un autre studio. Franck qui s'intéresse aujourd'hui, je vous l'ai dit, à Albert Einstein, et je crois qu'on l'a récupéré. Vous m'entendez, Franck ? La théorie de la relativité générale d'Einstein date donc de novembre 1915. Autrement dit, elle sort en plein dans la Première Guerre mondiale. Vous imaginez que ce ne sont pas de bonnes conditions, bien entendu. Einstein, néanmoins, est connu, en tout cas dans le monde scientifique. Pour le grand public, c'est en 1919 que son nom va littéralement apparaître, et ça à la faveur d'une confirmation pratique, parce que c'est le moment où l'astronome anglais Eddington, pendant une éclipse solaire, parvient à confirmer la réalité du phénomène de déviation des rayons lumineux, qui vient apporter une sorte de preuve tangible, visible si j'ose dire, de la conception qu'avait Einstein, qui remplaçait la simple loi d'attractivité héritée de Newton par une idée de déformation de l'espace-temps par
la masse, par la matière. Ça, cette confirmation visible, c'est pour Einstein le début de la célébrité. Il reçoit le prix Nobel en 1921. Du reste, il ne sera pas à la cérémonie de réception en 1922. Il est très anticonformiste, comme il est en voyage au Japon à ce moment-là. Il faut dire qu'au même moment, Albert Einstein a quelques difficultés. Il a divorcé de sa première femme pour épouser Elsa, une cousine berlinoise qui a déjà 40 ans et déjà 2 filles et qui va le materner, disons-le, pendant de longues années. On va revenir tout à l'heure sur son attitude en tant que mari et que père. En même temps, il s'implique dans des causes humanitaires. Il y a toujours eu, écrit-il, un contraste bizarre entre mon sentiment passionné de la justice sociale et le fait que je n'ai pas un besoin accentué de contact direct avec d'autres êtres. Vous avouerez quand même que la formule n'est pas triste et qu'elle ne nous donne pas de l'humanité, en tout cas très visible, d'Einstein, une idée très relevée. Certaines personnes sont peut-être tellement spirituelles, tellement dématérialisées en somme que le quotidien leur pèse et que pour ces gens-là, même ce qu'il y a de plus cordial doit s'exprimer sur un plan théorique. On va dire que c'est le karma d'Einstein, probablement. La grande cause qui anime Albert Einstein à partir du début des années 20, c'est le sionisme, évidemment. Il est très favorable à l'installation d'un foyer national juif en Palestine. Il va recueillir des fonds dans ce sens, notamment à partir du moment où il vivra aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que la montée du nazisme en Allemagne, bien entendu, va faire de lui une sorte d'ennemi public numéro 1 du nouveau régime. Einstein devient très vite une incarnation quasi planétaire de la notion de droit de l'homme. C'est un paradoxe, là encore, on va y revenir. Toute cette évolution, bien entendu, contribue à faire d'Einstein un mythe vivant. Depuis 1935, il enseigne aux États-Unis, à Princeton. D'ailleurs, il a la nationalité américaine, même s'il garde sa nationalité suisse. Et il va jouer un rôle très important dans l'avancement des travaux américains en faveur de la découverte de la bombe atomique. Plus tard, Einstein le regrettera, il dira « Ah, si j'avais su », mais il pensait qu'Hitler était à 2 doigts de connaître lui-même le secret de la bombe atomique. Il tenait absolument à ce qu'une autre puissance en face puisse faire l'équilibre. Enfin, on peut dire que parallèlement, Einstein continue ses travaux. « Mon travail ne donne plus grand-chose », écrit-il en 1951. « Les résultats sont devenus médiocres et je dois me contenter de jouer le politicien à la retraite et le saint juif. » Le second surtout, dira-t-il. Et il refuse quand même en 1952 la présidence de l'État d'Israël. Il estime qu'il n'en est pas du tout compétent. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin de sa vie, il va entrer en contradiction avec un certain nombre de ses propres disciples. Je pense à Heisenberg, à Niels Bohr, etc. Bref, à tous les pères de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Il n'est pas possible pour Einstein que cette physique quantique ait raison. Dieu, dit-il, ne joue pas au dé. Pour lui, on ne peut pas décrire la réalité en termes de simple probabilité. C'est en cela, sans doute, qu'il reste le dernier des grands physiciens classiques. Rhapsody in Blue composé par Gershwin et nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité, c'est le monsieur Science d'Europe 1. Je suis ravi qu'Alain Sirou m'ait rejoint à ce micro. Je me sentais un peu seul pour parler de sujets que je ne maîtrise que très lointainement. Ce qui est intéressant, Alain Sirou, dans cette affaire, c'est de se rendre compte que cet homme que l'on considère, on parlera tout à l'heure de l'aspect personnel, humanitaire, politique, etc. Mais sur un plan strictement scientifique déjà, cet homme que l'on considère comme très très futuriste, après tout la relativité générale, c'est un peu ce sur quoi nous vivons aujourd'hui, est quand même un classique. Il n'a pas pris le dernier train, si je puis dire. Ah non, pas du tout. Vous aviez d'ailleurs totalement raison de rappeler que le mot relativité n'a pas été inventé par Einstein. La relativité, c'est Galilée. C'est justement ce problème de référentiel. Et puis ensuite, c'est Newton. C'est l'idée, comme vous le soulignez, que finalement, les phénomènes doivent être regardés du point de vue de l'endroit où l'on se trouve. C'est-à-dire que si quelqu'un marche dans un train en mouvement et que quelqu'un est au fond du wagon, eh bien, il n'aura pas la même vision que quelqu'un qui est resté sur le quai. C'est-à-dire qu'en fait, cette relativité de mouvement que Einstein va transformer est au cœur de l'invention de la science depuis 1600. C'est-à-dire depuis Galilée. Depuis que Galilée a regardé le ciel et s'est posé des questions sur les mouvements des astres et sur, je dirais, la façon dont les corps se déplacent sur Terre comme dans l'espace. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est un grand ancien moderne qui suit les traces de Galilée et de Newton
et qui va être le troisième monstre de la science contemporaine. Est-ce qu'on peut définitivement admettre qu'il est quand même bien le père de ces découvertes? Parce qu'il y a eu cette longue controverse, et je m'en suis moi-même fait en partie l'écho, sur l'inspiration d'Einstein qui aurait été trouvée dans les travaux de notre grand mathématicien à nous, Henri Poincaré. Il connaissait Poincaré, il avait lu Poincaré, il a rencontré Poincaré, lequel avait effectivement compris, je dirais comme Einstein finalement, quelle était la solution physique à mettre en œuvre, sauf que il n'y a qu'un inventeur de E égale MC2, c'est-à-dire que... Poincaré a mis les choses en place, mais c'est bien Einstein qui les comprend et qui les réalise. Alors, surtout. Ce qui est extraordinaire, c'est que les deux n'ont pas la même vision, au sens où Poincaré, Henri Poincaré, est un mathématicien. Il a les outils des mathématiques, alors que Einstein va faire appel à ses amis en mathématiques pour l'aider à formuler, je dirais, son idée. Mais très tôt, il dit d'ailleurs, bien avant 1905, il dit finalement, quand je me promenais, j'avais toujours une idée en tête qui était celle de savoir qu'est-ce qui se passerait si je chevauchais un rayon de lumière, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, à quoi ressemblerait le monde. Donc Einstein part de quelque chose qui est assez original, qui est une conception du monde, une vision de la nature qu'il va essayer de formaliser avec, je dirais, les scientifiques et les ingénieurs, comme son ami Bessot qui l'entoure à ce moment-là, mais il va être celui qui va faire qui va créer l'étincelle, quoi. L'étincelle Einstein, son intelligence, son apport à notre monde, c'est ce que nous voyons en votre compagnie Alain Sirou dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. À la mort d'Albert Einstein en 1955, son corps a été incinéré, mais on a conservé dans un bocal, très soigneusement, on a conservé son cerveau, ce qui donne une idée, il est à l'université de Berkeley, ça donne une idée tout de même de l'espèce de mythe, de l'espèce de légende Einstein, c'est-à-dire qu'on croit quelque part, et il y a des scientifiques qui actuellement, à l'heure même où nous parlons, sont en train de travailler là-dessus, on se dit que le secret de ce génie-là est peut-être dans la matérialité même de son cerveau, Alain Sirou. Oui, c'est une histoire rocambolesque, parce que à la mort d'Einstein, le pathologiste, anatopathologiste qui est à l'hôpital, finalement fait l'autopsie d'Einstein, et il est déjà célèbre Einstein, sauf que cette science d'observation, je dirais, des cerveaux n'est pas vraiment encore développée. Oui, c'est moins développé qu'aujourd'hui, évidemment. Exactement, donc il prélève ce cerveau, et il prélève les yeux d'Einstein, en accord avec un des fils d'Einstein qui est là, et puis son médecin personnel, en disant bon, je vais l'examiner, et d'une certaine façon, on oublie cela. Et ce dénommé Harvey, qui va conserver le cerveau et les yeux d'Einstein pendant plusieurs décennies, va proposer à des universitaires, à des médecins de l'examiner. Personne ne répond. Et ils font tout, oui. Alors, on découpe il a quand même quelques notions de pathologie. Donc, en fait, il découpe le morceau d'Einstein en 240 blocs cubiques qu'il photographie, qu'il met dans le formal et dont il prête quelques échantillons à des personnes qui ont accepté de le voir. Donc, je dirais que c'est presque par une enquête journalistique qu'on va retrouver finalement les morceaux du cerveau d'Einstein, les rassembler, les récupérer et les redonner à Princeton. Mais déjà à l'époque, on se demande finalement à quoi ça ressemble. Et la première publication scientifique dans The Lancet est assez récente, elle date des années 90. Et là, les médecins vont découvrir qu'il y a une anomalie dans le cerveau d'Einstein qui se situe, je dirais, dans les lobes pariétaux qui sont plus développés. Simplement, ils disent c'est une observation morphologique, mais on ne peut rien dire sur le cerveau lui-même. On avait déjà le même type d'observation, mais il faut toujours prendre ça avec les plus grandes réserves, sur la forme du crâne de Mozart, qui avait des espèces d'ailettes pariétales également. C'est assez Tout étrange. à fait. Alors, une des conclusions importantes, c'est que le cerveau d'Einstein n'est pas plus gros ni plus petit qu'un autre, que finalement... qu'il est constitué de la même façon, quand même. Il est constitué de la même façon, et que Einstein, alors ça c'est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant. Vous avez parlé de l'année 1905 qu'on qualifie d'année miraculeuse en ce qui concerne Einstein, parce que en une année il va publier mais quelque chose qui sera une bombe atomique, oui, au sens révolution. Vraiment, une révolution. Il a alors 26 ans. Et donc,
vous savez que le cerveau, c'est quelque chose de plastique, quelque chose qui évolue, qui sans cesse s'enrichit. Eh bien, Einstein est jeune et le cerveau d'Einstein vieux, c'est un cerveau, je dirais, qui, pendant de très nombreuses années, n'a pas produit ce qu'il a produit jeune. Il faut insister sur cette jeunesse. J'entendais l'autre jour un de nos grands chercheurs dire que l'un des problèmes de la recherche en France, c'est que tous les systèmes universitaires, tous les systèmes de subventions publiques, etc., sont donnés à des départements de recherche dirigés par des gens qui, évidemment, par définition même, sont plutôt en fin de carrière, et que les jeunes chercheurs qui sont à l'âge, généralement entre 20 et 30 ans pour simplifier, mais c'est très souvent le cas, j'ai appris que c'était plus de 95% des grandes découvertes qui ont été faites par des gens de moins de 30 ans, vous imaginez. Parce qu'à cette époque-là, on fait sa thèse. Et bien voilà, ces très jeunes cerveaux, en quelque sorte, ils ne bénéficient pas de l'aide publique parce que cette aide, elle est captée par les mandarins qui, eux, bien sûr, sont plus âgés. Je ferme cette parenthèse, mais c'est important de le dire parce que je pense qu'on ne donne plus suffisamment dans le domaine des sciences, notamment, leur chance aux jeunes chercheurs et aux jeunes savants. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Alain, s'il y a bien quelqu'un à Europe 1 qui peut nous dire ça, c'est vous, ce qu'Einstein concrètement nous a apporté? Est-ce qu'il y a un avant Albert Einstein et un après Albert Einstein? Oui, la réponse est oui, clairement. Alors, on peut caricaturer en disant qu'Einstein a inventé deux univers. Il a inventé un grand univers, l'univers des galaxies, l'univers du cosmos. Et il a été un des inventeurs de l'univers de l'infiniment petit qu'on baptise aujourd'hui l'univers quantique. Alors, sur le premier univers, pour bien comprendre Einstein, il faut peut-être faire référence à Newton. Newton disait, en regardant les pommes tomber, pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas sur la Terre? Parce que elle tourne autour de la Terre et elle est retenue par un fil invisible qui s'appelle la gravitation. Bon, très bien. Ça, c'est ce que dit Newton. Einstein dit pas du tout. La Lune, elle tourne pas autour de la Terre, elle va tout droit, sauf qu'elle est sur un rail qui est courbe. Qu'est-ce qu'il découvre, Einstein? Il découvre deux choses fondamentales, ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps. Il dit, l'espace n'est pas de l'éther, n'est pas quelque chose qui ressemblerait à de l'eau, une pâte, une espèce d'absolu, mais l'espace se déforme en fonction des masses qui sont à l'intérieur. Donc il révolutionne la notion d'espace. Seconde chose, il dit le temps en tant que tel n'existe pas, le temps est fonction de celui qui transporte l'horloge, et le temps est intimement lié à l'espace, et il crée quelque chose qui s'appelle l'espace-temps. Alors, on a beaucoup de mal à imaginer l'espace-temps parce qu'on ne le voit pas, l'espace-temps. Simplement, je peux vous dire que si vous prenez l'avion avec une horloge atomique, et que moi je reste dans ce studio européen avec une autre horloge atomique, vous faites, vous, Franck, parce que vous êtes un grand voyageur, le tour de la Terre. C'est bien connu, oui. Le tour de la Terre, et vous revenez avec votre horloge, et on la compare tous les deux quand vous êtes revenus. Eh bien, votre horloge ne mesurera pas la même heure que la mienne. Vous aurez un tout petit peu, disons, vieilli moins que moi. Voilà, vous serez un petit peu plus jeune. C'est-à-dire que le fait de vous déplacer à une certaine vitesse aura permis, je dirais, à vous-même, à l'avion, à l'horloge, au temps que vous transportez, de montrer que cette mesure de vitesse change la notion de temps. Et Einstein disait, finalement, le temps, d'une certaine façon, n'existe pas. Alors c'est dans une lettre à son ami, à la famille de son ami qui était mort. Il disait, et les mots sont très importants, « Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. » Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre ça un peu en cause en ce moment? Non, je ne crois pas, parce que la physique relativiste d'Einstein ne nous a pas concernés pendant très longtemps. On ne voyait pas les applications, sauf qu'aujourd'hui, si vous n'en tenez pas compte, eh bien, vous avez par exemple une erreur de 10 mètres ou de 100 mètres sur votre GPS parce que les satellites qui tournent autour de la Terre vont à une grande vitesse, ont des horloges atomiques extrêmement précises, et si vous ne corrigez pas des effets de la relativité, votre avion se pose à côté de la piste. Donc ça, c'est dans un monde. Alors, et dans l'autre, vous nous disiez? Alors l'autre, c'est un monde beaucoup plus complexe, et c'est le monde de l'infiniment petit. Pour ceux qui avaient déjà du mal à suivre, ils se disent, alors là, c'est foutu. Ce qu'a découvert Einstein et qui a fait l'objet de son prix Nobel, c'est la dualité onde-particule. C'est-à-dire que finalement, la lumière, elle peut être à la fois une particule de lumière, un photon en contact, mais en même temps une onde. Et Einstein va être un des pionniers de la découverte d'un monde qui est celui de l'infiniment petit, où la matière ne se comporte pas comme une particule. Elle se comporte comme une onde. Et Einstein va être un des pionniers de la découverte d'un monde qui est celui de l'infiniment petit, où la matière ne se comporte pas comme une particule. Elle se comporte comme une onde. Et Einstein va être un des pionniers de la découverte d'un monde qui est celui de l'infiniment petit, où la matière ne se comporte pas
comme dans l'infiniment grand. Ce sont les croisements, les interférences d'ondes qui créent le corpuscule, qui créent la matière, en quelque sorte. Et d'une certaine façon, dans ce monde-là, des équations décrivent le comportement de la matière, mais cette matière ne correspond pas à ce que nous observons, nous, dans le monde macroscopique. Donc il va aider, avec d'autres physiciens, à voir qu'il existe finalement un monde caché de l'infiniment petit dans le monde macroscopique, le monde de l'univers, du cosmos en quelque sorte, et que ces deux mondes-là ne collent pas, ne vont pas ensemble. Et pourtant, grâce à ce monde-là, on va inventer le laser, on va inventer la télévision. Si on peut nous écouter aujourd'hui, c'est parce que ce monde-là existe. Donc, quelque part, il est incompréhensible. Et je vais vous donner, juste pour vous... vous dédouaner d'un problème de compréhension. Il y avait un professeur de physique qui expliquait à ses étudiants les équations de la mécanique quantique et il disait « Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. » Eh bien, nous allons essayer d'être très clairs, Alain Sirou, en revenant dans quelques instants sur la vie quotidienne d'Einstein, sur ses rapports avec les femmes, avec ses enfants, avec le monde en général. Et là, le personnage est peut-être un peu moins sympathique qu'il n'en a l'air. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes encore pour jouer à la Hotte de Noël. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alain Sirou est le monsieur Science d'Europe 1. Il est directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace et il a essayé d'éclairer notre lanterne sur Einstein. Dans mon cas, ça a marché. J'espère que vous êtes nombreux à avoir réussi à tenir le choc pour comprendre un peu mieux ce que Einstein nous a apporté. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, la partie noble de l'exposé. Il faut parler un peu du bonhomme quand même parce qu'il était devenu une véritable légende vivante à la fin de sa vie. Il a joué un rôle très important comme incarnation des droits de l'homme, comme soutien très très actif à l'État d'Israël qui était qui était au berceau à l'époque, même si là, nous l'avons vu en 1952, refusé d'exercer les fonctions de président de l'État d'Israël après la mort du président Weizmann. Est-ce que Albert Einstein était aussi bon qu'il en avait l'air? Alain Sirou. Bon, je ne sais pas. C'est un personnage ambivalent, Einstein. Je crois qu'on est obligé de savoir deux choses. La première chose, c'est que sa vie, c'est la physique. C'est un monastère intérieur qu'il s'est construit dans lequel il réfléchit à la nature du monde. Pas tellement de place à la distraction ou au plaisir. Pas du tout. Le plaisir, d'ailleurs, il est très clair. Il dit que le plaisir et le bonheur des masses, tenez-vous bien, c'est l'idéal du troupeau de porcs. Donc, c'est Einstein qui l'écrit. Et Einstein, on peut le décoder facilement parce que il a beaucoup écrit. Il a énormément écrit, d'abord sur ce qu'il pensait du monde. Il a fait des tas de lettres, des tas de copains. Il écrivait aux physiciens. C'est dur à lire, comment je vois le monde. Oui, parce que quelque part, il est d'une extrême naïveté. Pour lui, c'est très simple. En fait, c'est un physicien qui essaie de mettre tout en équation. Donc, le monde, finalement, c'est un tas de petites particules au comportement brownien, comment dire, ça s'agite dans tous les sens. Mais lui, Albert Einstein, grâce à cette équation, peut-être réussir à régler le problème. Donc, il donne des avis, il fait des postulats, il imagine en gros qu'il y a des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. Il imagine que les choses sont assez facilement gérables parce que quand quelque chose est bon, il faut le garder, et quand c'est pas bon, il faut le jeter à la poubelle et inventer autre chose. Mais dans sa vie, Albert Einstein a deux mondes. Il y a le monde intérieur qui est le vrai monde d'Albert, et puis il y a le monde extérieur dans lequel finalement il est, je ne dirais pas à l'aise, mais dans lequel il est plutôt aimable, il plaisante, il discute. Il plaît beaucoup aux journalistes à l'époque. Il devient tout de suite une sorte d'idéal pour la presse, parce que c'est vrai qu'il est très photogénique, il va même jusqu'à faire des grimaces aux photographes, etc. Bref, c'est un personnage qui a l'air très sympathique. Or, ceux qui l'approchent nous disent il était quand même pas rigolo tous les jours. Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, ces femmes, alors il faut parler des femmes d'Albert Einstein. Donc Mileva et Elsa. Je veux dire, son rapport avec les femmes a été extrêmement compliqué. Mileva, sa première femme, est sans doute la plus intéressante parce que c'était une scientifique. Il l'a rencontrée à l'école polytechnique et elle était, elle aussi, je dirais, sans doute extraordinairement géniale. Et on ne sait pas aujourd'hui. Il a étouffé son génie un peu. Alors c'est extrêmement difficile de le dire. Oui, mais aussi l'époque, parce que c'était la première femme à arriver à l'école polytechnique. Ce qu'on ne sait pas, c'est finalement quelle est la participation de Mileva à la création de la relativité générale d'Einstein. Dans ses écrits, il la remercie de l'aide
qu'elle lui apporte parce que elle le comprend, mais en même temps elle le gêne parce que elle rentre dans son univers personnel, dans ce monastère. Et quand il va divorcer de Mileva, qui a raté ses examens, qui lui a etc., donné donc 3 enfants, dont ses 2 fils avec lesquels il s'entend très mal. Absolument, très mal, parce que encore une fois, il le gêne. C'est-à-dire que quand Einstein veut faire de la physique, il supporte mal de devoir faire la vaisselle ou de s'occuper des enfants. Par contre, sa cousine Elsa, qui est devenue très vite sa maîtresse, c'est un peu sa maman. Elle le couve, elle ne connaît rien à la science, mais finalement, elle filtre les importuns, etc., etc. Et il faut pas le bousculer, hein, parce que il confie à un ami: je n'aime en rien les vêtements neufs, ni les plats nouveaux d'ailleurs, et je préférerais ne pas avoir à apprendre de langue nouvelle. Surtout pas. Alors, côté casanier comme ça. Hein. Très casanier. Et quand il rentre dans son monde intérieur, il avait, avec Mileva, à la fin de leur relation, fait une note dans laquelle il disait: vous m'apporterez le repas à telle heure, vous le mettrez au pied de la porte, vous ne frapperez pas, vous ne m'adresserez pas la parole sans que je vous ai demandé, vous épouserez mon manteau, etc. Enfin, c'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Elle a résisté le plus longtemps possible, et puis il est tombé malade de pas avoir de rapport tel qu'il les souhaitait, et elle a accepté de divorcer. Mais avec Elsa, c'était beaucoup plus simple, et on voit de nombreuses images. C'est une sorte de mère qu'il s'était trouvée finalement. Une très bonne mère. Pour un monomaniaque finalement. Ça l'empêchait pas d'aller batifoler ailleurs, parce qu'il avait quelques aventures. Il disait: c'est très bien d'aller voir des femmes qui ressemblent peut-être à des étoiles, par exemple. Donc c'est un personnage. Alors, cette notion-là nous amène peut-être à la part spirituelle du personnage. On va finir comme Jacques Chancel, cette émission et Dieu dans tout ça. Il y a évidemment une forme de spiritualité chez Einstein, ça c'est incontestable. Oui, je pense que Einstein voit l'univers comme Dieu. C'est-à-dire que il essaie, et je dirais tous les gens qui font de la science et qui font de la physique rêvent d'avoir un jour, je dirais, l'intuition d'Einstein, ou en tout cas cette idée qu'on touche quelque part, alors on peut appeler ça Dieu, et on met ce qu'on veut derrière, parce que pour Newton, Dieu était un grand horloger qui avait organisé l'univers de telle façon à ce que les planètes tournent parfaitement. Pour Einstein, c'est beaucoup plus complexe, c'est pas un Dieu barbu, c'est l'univers dans son ensemble qui est tellement extraordinaire qu'il lui suggère une déité. Saisir que derrière chaque expérience de la vie, et là il y a peut-être les femmes dont vous nous parliez, Alain Sirou, il y a quelque chose qui échappe à notre entendement, dont la beauté et le sublime ne nous atteignent qu'indirectement. C'est ça la religiosité. En ce sens, je suis religieux. Pour moi, il suffit de s'émerveiller devant ces secrets et de tenter humblement de saisir par l'esprit, ne serait-ce qu'une image de la structure grandiose de ce qui est. Et là, on se dit patatras, le revoilà parti dans son obsession de comprendre le réel. Oui, et ce qui est fantastique, c'est qu'en même temps, Einstein refuse, en tant que scientifique, certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, il refuse que l'univers soit en mouvement, soit en déplacement. Il le bloque dans ses équations, et la suite d'Einstein sur le plan scientifique, c'est finalement de faire sauter un certain nombre de verrous qui sont que l'univers va redevenir dynamique, il va évoluer. Einstein refusait ce que vous avez tout à fait dit en disant Dieu ne joue pas au dé, c'est-à-dire il refusait qu'il n'y ait pas de sens, que cet univers-là ne soit pas compréhensible et que finalement quelque chose lui échappe, donc il a couru toute sa vie après, je dirais, un fantasme qui est d'essayer de rendre l'univers compréhensible. Alors c'est je dirais logique, mais en tordant la réalité. Et Einstein, lui qui, je dirais, a donné la relativité du temps, était quelqu'un qui était à l'heure, qui regardait les montres, qui vivait dans un univers où le tic-tac quotidien rythmait sa vie, avec une période pour la gaudriole, une période pour l'étude, une période pour la discussion avec les amis. C'est voilà qui est bien rangé. Merci beaucoup Alain Sirou. Je rappelle qu'on peut retrouver vos lumineuses explications dans la revue Ciel et Espace, consacrée ce numéro. Alors 500e numéro de la revue, consacré au futur. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les, je dirais, décennies qui viennent? Un peu d'air, un peu d'imagination, allez, un peu d'Einstein à venir. J'allais dire, oui, une question qui réserve sa place à Einstein. Merci beaucoup Alain Sirou. Merci.